It's not you, it's me. Là, ça me divertit, la romance. Je trouve ça divertissant. Comme un bon film d'action, finalement. I love you. It'll pass. Salut les copains, salut les copines et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires, heureuses ou malheureuses. Aujourd'hui, vous allez peut-être l'entendre, on n'enregistre pas chez moi parce que c'est la canicule. Donc on s'est mis à l'ombre au but de Chaumont et finalement c'est pas mal. Aujourd'hui, je reçois Alia qui a 27 ans. C'est ça. Yes, je me suis pas trompée. Et on va aborder un sujet avec Alia qui m'intrigue énormément parce que moi je ne le connais pas du tout et qu'on n'a jamais abordé dans le podcast. Le sujet, ça va être l'aromantisme. Alia, comment vas-tu ? Ça va super bien. Je suis très contente d'être là. Il fait frais. Il y a de la brise sur mon visage. On ne transpire plus à grosses gouttes. Enfin, on respire. Et non, très contente d'être là et de pouvoir aborder ce sujet avec toi. Parce que c'est un sujet dont j'entends très peu parler. Mais tu veux que je te dise, c'est drôle parce que moi pourtant j'écoute beaucoup de podcasts, j'ai beaucoup de choses et tout. Et en effet, quand tu m'as laissé tes vocaux donc sur Instagram, j'avais l'impression comme si je n'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. C'était parce qu'en plus la manière dont tu l'as décrit, alors on va y revenir, mais la manière dont tu décrivais ta vision de l'amour ou finalement ta vision de l'amour mais sans le code amoureux qu'on connaît, m'a sonné très inconnu. Toi, qu'est-ce que tu entends par aromantique ? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses derrière. Déjà, première chose, c'est très récent pour moi de m'identifier en tout cas en tant qu'aromantique. Ça date d'il y a vraiment 1 mois. Donc ça veut dire qu'il est possible pour les personnes qui sont déjà informées sur le sujet, qui connaissent déjà ce concept, etc. Peut-être que je vais dire des bêtises, peut-être que je vais être floue. Donc voilà, c'est ma conception des choses et en tout cas avec les connaissances que j'ai, parce que c'est un sujet que je suis encore en train de travailler, sur lequel je suis encore en train de réfléchir. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment ne pas être attiré romantiquement par les gens. Ouais. C'est-à-dire que depuis très très jeune, je ne me projette pas du tout dans le couple. C'est quelque chose qui ne me donne pas envie, qui pour moi est vraiment associé à de l'enfermement. En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours eu la sensation qu'il y avait une forme de performance autour du couple et de la romance. Et j'ai toujours l'impression que c'était une performance qui m'était imposée. Je sais pas comment expliquer. En fait, moi, mon parcours, c'est que j'ai pas eu de relation avant mes 23 ans. Ouais. Donc quand je dis pas eu de relation, rien. Que nada. Rien. Pas de bisous, pas de flirt. Absolument rien. Okay. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai jamais été amoureuse. J'ai jamais été dans une situation de flirt ou de séduction avec quelqu'un. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper lointain. C'était très loin de moi. J'étais vraiment focus sur autre chose. Vraiment très très loin de moi. Et puis, en fait, ma première relation est arrivée il y a 2 ans et demi. Et cette relation, en fait, elle est née d'une amitié. Donc, c'était un homme. Et donc, elle est née d'une amitié de longue date. On se connaissait depuis 4-5 ans. Et en fait, il se trouve qu'un jour, ce mec s'est réveillé en mode écoute, je crois que j'ai des sentiments pour toi et j'aimerais que cette amitié évolue en plus. Qu'est-ce que t'en dis ? Et là, ça a été une source d'angoisse pour moi, mais tu peux même pas imaginer. En fait, j'étais tiraillée entre la curiosité on m'a tellement vendu le couple, on m'a tellement vendu la romance comme quelque chose qui allait changer ma vie, comme quelque chose qui allait me compléter, comme tu verras, c'est des sensations que tu ne retrouves nulle part ailleurs, c'est vraiment, c'est le but d'une vie. Enfin, vraiment, toute ma vie, on m'a vendu ça comme l'expérience ultime, l'accomplissement d'une vie. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est l'occasion. J'étais pas amoureuse de lui, je l'aimais beaucoup. J'avais confiance en lui, et c'est toujours d'ailleurs quelqu'un de très bien. Et donc après 1 mois d'angoisse, mais quand je te dis angoisse, je me revois encore le lendemain du verre où il m'a un peu fait sa déclat, quoi. Je vais voir ma sœur et je lui raconte. Et là, je pleure sur son canapé en disant mais je sais pas quoi faire, je sais pas qu'est-ce que je fais. Il dit tu l'aimes. Je dis non. Mais du coup n'y va pas. Je dis oui, mais du coup. J'aurais peut-être jamais d'occasion de le vivre en fait. Je suis curieuse de savoir ce que ça peut être, le couple, etc. Elle me dit, mais dans ce cas-là, elle me dit, t'es pas censée être angoissée comme ça, c'est pas censé te procurer de l'anxiété, de l'angoisse à ce point. Et en fait, je me suis dit, ok meuf, t'auras peut-être pas d'occasion de revivre cette expérience-là avec quelqu'un d'aussi chouette, donc vas-y. Et donc je suis restée en couple pendant 1 an avec ce garçon-là. Ah ouais, 1 an quand même. Ouais, ça a duré 1 an. Les 6 premiers mois ont été très chouettes parce que ça a été 6 mois d'exploration.
de découverte, du coup, de l'intimité, de la sexualité. Question technique. Moi, Ouais. j'adore entrer dans l'aspect technique. Bien sûr. Est-ce qu'il y avait une sexualité avant ou même Non. pas? Jamais. Ouais. Rien. Ah oui, donc vraiment. Mais alors attends, ça, je suis quand même obligée de le poser parce que je pense que les auditrices vont se demander est-ce que tu avais une attirance pour la sexualité? J'avais de la curiosité. J'étais curieuse de savoir ce que c'était. Ouais. J'appellerais pas ça une attirance. J'étais curieuse, quoi. Je me disais, mais pourquoi on en fait tout un plat, quoi? C'est quoi le sujet, en fait? Et donc, du coup, j'y suis allée. Et typiquement, tu vois, sur la question de la sexualité, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Ah, ok. Ouais. Donc, pour le coup, petite nuance, c'est que je suis aromantique, je ne suis pas asexuelle. Parce qu'on a tendance à beaucoup associer les deux. Complètement, ouais. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Et donc, du coup, vraiment, ça a été les 3-4 premiers mois, ça a été vraiment génial parce que j'ai exploré vraiment. J'ai compris le côté intimité avec quelqu'un, avoir une relation privilégiée avec quelqu'un. Mais par contre, je me suis dit, je ne vois pas la différence avec quand on était amis. Je vois la différence. Je ne ressens rien de différent pour lui. J'ai de la tendresse, de l'affection, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime parce que j'aime mes amis. Mais je ne sens pas un état différent, quoi. Je l'aime comme un ami. Alors oui, on couche ensemble, il y a de la tendresse, de l'intimité. Mais et c'est ça a été le premier signal. Mais non, mais oui, mais en même temps, ça soulève une vraie question parce qu'en effet, moi, je me suis beaucoup posé la question. Moi, tu vois, je sais que j'aime l'amour. Je ressens des émotions. C'est une question intéressante. Qu'est-ce que ça fait ressentir l'amour? Qu'est-ce que ça fait ressentir d'être en couple? Si moi, j'y réfléchis, être en couple, ça me fait ressentir... Putain, meuf, je sais pas non plus. Alors ça, je vais te dire un truc. Toutes les copines avec qui j'en parle, Ouais. à qui je défends ma vision de l'amour, parce qu'il faut savoir que moi, ça fait des années que je passe pour l'aigri de service. Voilà. Je passe pour la meuf qui aime pas l'amour, qui était déçue, qui machin, qui truc. Et à chaque fois que j'ai posé la question à mes copines, alors très bien, qu'est-ce que tu ressens quand tu es amoureuse? Et en quoi c'est différent de ce que tu ressens envers tes amis, En fait, qu'est-ce qui fait de l'amour romantique un amour à part du reste de l'amour que tu peux ressentir pour tes proches, pour tes amis, pour ta famille, etc. C'est quoi la différence? Putain, je dois y répondre là? Tu dois y répondre, là. Alors attends, j'essaie de... Ben... je dirais que c'est... Il y a des relations sexuelles. Ouais. Il y a quand même un truc de partenaire. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, j'ai quelqu'un dans ma vie et c'est vrai que je ne partage pas les mêmes choses avec lui que je partage avec mes amis. On partage un quotidien, il y a des petites habitudes. Tu penses que c'est propre au couple, ça? De partager la sexualité, le quotidien? Non, après, moi, je me pose la question de est-ce que c'est parce que c'est avec un homme cisgenre? Parce que, par exemple, tu vois, je vois quand même mes amies femmes qui sont en couple avec des femmes. Ce qu'elles s'apportent dans le couple, pour le coup, est un vrai partenariat. Alors que quand t'es une femme cis avec un homme cis, c'est plus limité, tu vois. Mais... c'est une vraie question. J'essaierai d'y répondre à la fin de l'épisode. Ouais. Moi, je t'encourage à réfléchir à... Là, tu viens quand même de me donner des éléments assez extérieurs à toi. À réfléchir à ce que ça te fait dans ton corps, dans ta tête, dans tes émotions, et à voir s'il y a... Moi, vraiment, en tout cas, toute ma réflexion autour de mon aromantisme, elle repose là-dessus. C'est de me dire, je ne vois aucune différence dans la manière dont j'aime les gens. Et c'est en ça que je me considère comme aromantique, c'est que je ne crois pas en l'amour romantique. Pour moi, l'amour, il y a l'amour, le fait d'aimer les autres. Et moi, je sais que j'aime très fort. Donc, il y a souvent ce cliché autour de l'aromantisme. J'ai vu un documentaire la semaine où j'ai commencé à me poser des questions autour de ça. Ça a été en fait au détour d'une discussion avec une collègue. On animait un événement et en fait, on s'est retrouvés toutes les deux. On se faisait un peu chier. Il n'y avait personne. Et puis, on commence à se raconter nos vies. Et je lui partage on commence à parler d'histoire d'amour, etc. Et puis, je lui partage mon blabla habituel, je ne crois pas en l'amour, c'est une utopie. Pour moi, le couple, c'est une construction sociale, machin. Et pour la première fois, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui n'a pas eu une réaction de... épidermique. Ouais.
Que de vouloir te convaincre. Exactement. Ouais. De vouloir me dire mais non, mais c'est parce que ça t'est pas arrivé, machin, c'est pas possible. Et j'ai vraiment eu en face de moi quelqu'un et j'ai senti que elle était en mode ok, c'est ta vision des choses. Et puis elle disait trop rien. Et puis on finit la discussion, elle finit par me dire est-ce que je peux te poser une question un peu intime? Donc je dis ouais. Elle me dit est-ce que tu penses pas que tu serais pas aromantique? Et là ça a été le choc mental. Et là, j'ai développé une obsession pour le truc. J'ai écouté des podcasts, je suis allée lire des trucs, des machins. Et je suis tombée sur une émission. Il faut savoir qu'il y a très peu de contenu. C'est un concept qui est très très récent, qui date de 2017 à peu près. Et donc il n'y a pas beaucoup d'études, pas beaucoup de littérature, très peu de podcasts, il y a peu de choses pour l'instant. D'où l'importance aussi, je trouve, d'en faire un sujet. Et je suis tombée sur une vieille émission, mais tu sais, les émissions un peu genre ça commence aujourd'hui, émission plateau, voilà, je sais pas quoi là. Et ils font un sujet sur l'aromantisme. Et donc ils commencent avec une sorte de petite vidéo, tu sais, introductive, etc. Et le titre de la vidéo, c'est Les cœurs de pierre. Oh mon Dieu! Et donc je vois le truc Les cœurs de pierre et je me dis mais attendez, mais ça, enfin ok, bon déjà bonjour, toute chose. Et puis donc je continue la vidéo et donc le truc passe et donc voilà, ils définissent les aromantiques comme les gens qui ne sont pas capables de ressentir de l'amour. Et je me dis mais déjà ce n'est pas ça le sujet, c'est pas être capable de ressentir de l'amour, c'est de pas être capable de ressentir de l'amour romantique. Et donc sur le plateau il y a une dame donc ils font un peu le tour du plateau en mode qu'est-ce que vous en avez pensé machin, et puis il y a une dame qui dit je crois que je me reconnais pas mal là-dedans. Et puis sur le plateau il y avait une psychiatre. Et la psychiatre la regarde et dit non mais par contre je vous arrête tout de suite, ça n'existe pas. Les gens qui sont pas amoureux, ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas amoureux, c'est que vous êtes traumatisé et donc c'est que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas aimer, mais c'est que vous avez un problème, mais ça n'existe pas les humains qui sont pas amoureux. Wow. Et je trouvais ça d'une violence, mais vraiment je te jure j'ai trouvé ça d'une violence parce que je me suis dit forcément on revient à ce truc de c'est que t'as un problème ou que t'es pas normal ou etc. Et je me dis et même si en fait le truc c'est que je me dis imaginons j'ai été quelqu'un de traumatisé et que suite à ce trauma, je ne veux plus relationner amoureusement, je ne veux plus être dans le romantisme. En quoi est-ce un problème? Mais c'est pas imaginaire, c'est que c'est réel. C'est que c'est réel, tu vois. Ouais. Et donc ça m'a vraiment fait comprendre qu'on vivait dans une société où la norme, c'est le couple, c'est l'amour romantique. Et ne pas vouloir évoluer dans cette norme et dans ce cadre, c'est considéré comme un comportement déviant. Et sache qu'il y a des thérapies de conversion pour les personnes aromantiques. Mais franchement, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller regarder, mais ça montre à quel point on est dans une société qui est pensée pour le couple. Et du coup... J'ai une question. Ouais. Est-ce que, par exemple, maintenant que tu fais ce constat-là, qui met un mot sur ce que tu ressens, est-ce que, par exemple, l'option d'être en couple, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire être en couple? Mais de toute façon, c'est la question globale. Derrière, de toute façon, finalement, ce podcast, c'est la question de l'amour. C'est quoi être en couple? Mais est-ce que tu te verrais justement mettre un mot d'association, d'étiquette, de binôme avec quelqu'un? Non. Est-ce que ça fait peur? Ça me fait pas envie. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas envie. Et ça me fait pas envie parce que je l'ai fait. J'ai été en couple avec quelqu'un et ça ne m'a pas rendue plus heureuse. Mais attends, d'ailleurs, comment ça s'est fini avec ce quelqu'un? Ça s'est mal fini parce que encore aujourd'hui, je suis très perplexe sur cette rupture parce qu'en fait, il se trouve que cette rupture, en fait, elle s'est faite de manière très brutale. Le dimanche soir, je passais la soirée chez lui, on regardait un film, je t'aime, on s'aime, machin, etc. Le lendemain, appel, crise d'angoisse en larmes, je peux plus continuer, j'y arrive plus. En fait, c'est très difficile à expliquer pour moi, cette rupture, parce que moi-même, je ne la comprends pas. Toi, à ce moment-là, justement, avec toutes ces questions de pas de couple, ou comme c'était nouveau pour toi, ou tu sentais que c'était pas complètement pleinement pour toi, au moment où la relation s'arrête, justement, tu ressens quoi vis-à-vis de toi-même? Je ressens tout ça pour ça. Voilà. Est-ce que tu as une peine de cœur? Je pense, alors, à ce moment-là, je pense avoir une peine de cœur. Et je pense avoir vraiment un chagrin d'amour parce que j'ai vraiment... les 2 semaines qui ont suivi, ça a été... j'ai pas arrêté de pleurer. Ça a été une sensation d'angoisse, vraiment un mal-être physique très, 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 très fort. Et je me suis dit, ok, donc t'étais vraiment amoureuse de lui, quoi. Parce que pendant toute la relation, je me posais la question. Je lui ai dit, je t'aime pendant la relation, mais parce que c'était ce qu'il fallait faire. Encore un truc de performance, tu vois. Ouais. Mais pendant toute la relation, je me posais la question, je me disais, est-ce que t'es vraiment amoureuse de lui? Est-ce que machin, est-ce que truc? Et donc, cette rupture, d'une certaine manière, elle m'a un peu soulagée. Parce que je me suis dit, ok, j'étais amoureuse de lui, parce que si j'étais pas amoureuse de lui, je souffrirais pas autant, quoi. Ouais. Et donc, le mois qui a suivi a été très difficile. Et en fait, au bout d'un mois,
je suis complètement passée à autre chose, amoureusement. En tout cas, je n'avais plus de chagrin. J'ai refait ma vie, j'ai déménagé, etc. J'avais plus ce sentiment de chagrin amoureux, je l'avais plus du tout. Par contre, j'ai eu une colère qui ne m'a pas quittée pendant au moins 2 ans après. Parce que, en fait, les mois qui ont suivi notre rupture, il a été très égoïste. En gros, j'ai dû le consoler de m'avoir largué pendant 6 mois. Parce qu'il se trouve comme on était très amis, on fait partie du même groupe d'amis, donc je suis quand même, encore aujourd'hui, je suis amenée à la voir quand même relativement souvent, en tout cas plus souvent que ce que j'aimerais. Voilà. Et donc l'année qui a suivi, j'ai ressenti beaucoup de... Si je dois vraiment poser des émotions, l'émotion principale, c'était vraiment la colère et la sensation d'avoir perdu mon temps, quoi. D'avoir perdu ton temps dans cette relation ou dans le fait d'être en couple ? Dans le fait d'être en couple. Aujourd'hui, je me dis, si c'était à refaire, je le referais pas. Il y a des choses que tu as aimées quand même dans le fait d'être avec quelqu'un ? Le sexe, ça c'était sympa. Je dirais le côté quand même avoir accès à l'intimité de l'autre. Ce côté un peu, on se partage des choses qu'on partage pas forcément avec les autres, ça j'aimais bien. Mais tu vois, c'est vrai, là, tu vois, juste avant que tu me parles de ton ex, on essayait justement de définir c'est quoi être en couple, c'est quoi la différence avec les amitiés, etc. C'est vrai que moi, par exemple, mes amis, même mes amis que je connais quand même très bien, y a des choses auxquelles j'ai accès, mais en effet, il n'y a pas cette notion de construire aussi avec un entourage autour. Je pense que tu vois, c'est ça aussi la différence. Ça, par exemple, c'est compliqué. Moi, je le connais pas du tout ce sujet. Je le découvre, tu vois, et parce que ça me pose aussi plein de questions moi personnellement. Je vais te poser une question. Attention, les copines dans la place qui sont lesbiennes, bi, etc. Vous le savez vous-même. Moi-même, je suis dans mes questionnements. J'arrive depuis quelques épisodes à vous dire que je suis bisexuelle et c'est extrêmement difficile. J'ai beaucoup de mal à définir encore de quoi il s'agit. Mais, spoiler alert, quand on se pose des questions, c'est qu'il n'y a pas de questions. Les hétéros ne se posent pas de questions pour savoir s'ils sont bien hétéros. Mais du coup, est-ce que toi, t'es bi ou est-ce que t'es... Enfin, justement, est-ce que peut-être t'es lesbienne ? Est-ce que t'es 100% hétéro ? Je suis bi. Ok. Est-ce que ça, ce truc justement de non-romantisme, tu le ressens aussi vis-à-vis des femmes ? Ouais. Putain. Ouais, meuf. Exemple. J'ai su que j'étais bi assez récemment. Parce que attirance de ouf pour une meuf. Ouais. Désir quoi. Attirance physique, machin, même sa perso, etc. Mais à aucun moment je me suis dit j'ai envie d'être en couple avec cette meuf. Alors ça, moi je pose une question. Attention tout le monde, je mets les pieds dans le plat à 10 000%. Moi je vois beaucoup de bi autour de moi, parce que c'est des conversations que j'ai avec pas mal de monde, etc. Et beaucoup de gens justement, que ce soit des hommes ou des femmes, mais en l'occurrence j'ai l'impression que c'est quand même plutôt les mecs. Parce que je pense que le chemin est très complexe, qui sont attirés par les hommes sexuellement, mais pas romantiquement. Pareil, j'avais enregistré un épisode avec une meuf, épisode qui a été supprimé depuis parce qu'en fait... Après, j'étais plus du tout à l'aise avec le fait qu'il y ait ce message-là disponible sur la chaîne de mon podcast, mais une meuf qui disait que elle avait eu un épisode romantique avec une meuf, mais en fait que c'était que sexuel et qu'en fait jamais de la vie elle ne se verrait en couple avec cette femme ou avec une femme, que c'était juste pour le délire sexuel, etc. Et pour moi, c'est complètement de la biphobie. Ouais, mais c'est de la biphobie intériorisée, tu vois. Et je ne sais plus où je m'en allais. Mais, tu vois, est-ce que par hasard, ça serait peut-être pas un truc quand même de cet acabit quand tu me dis je suis attirée sexuellement par les femmes, mais pas pour être en couple ? Je ne suis pas attirée sexuellement par les femmes, je suis vraiment attirée sexuellement, mais aussi pour ce qu'elles sont, leur personnalité, amicalement. Quand je te dis je me voyais pas en couple avec cette meuf, ça veut pas dire que je me voyais pas vivre quelque chose avec elle. Alors là, il va falloir que tu m'éclaires. Comment on vit quelque chose sans être en couple ? Alors ça, l'histoire de ma vie. Déjà, moi, je vais te dire ce que j'entends par le couple. Ouais. J'entends le couple assez classique, monogame, exclusif, on est ensemble que l'un avec l'autre, on est l'unique partenaire de l'un et l'autre. Moi, je l'entends dans ce cadre-là. Okay. En fait, moi, ce dont je n'ai pas envie, c'est d'être... comment dire ? Moi, ce qui me donne envie, c'est évidemment de créer un lien avec quelqu'un, d'être dans un rapport humain, de créer de l'intimité, qu'elle soit humaine, sexuelle, émotionnelle. Mais par contre, je ne veux pas être dans la performance du couple et du romantisme. C'est-à-dire suivre les étapes de on se date,
on se dit qu'on est en couple, on se dit qu'on s'aime, on attend de voir, on construit, on habite ensemble, machin. Moi, ces étapes-là, c'est des étapes qui ne me donnent pas envie. Je trouve je trouve que ces étapes-là, qui construisent le couple classique tel que je viens de le définir, c'est des étapes qui nous éloignent de la pureté du lien qu'on peut créer avec les gens. Putain, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis à 1000% d'accord avec toi. Et je pense aujourd'hui, et c'est un truc que je ressens beaucoup quand j'écoute les meufs de tes podcasts avec des vécus très différents, des rapports très différents à l'amour, c'est que j'ai la sensation que on nous pousse tellement à, quand je dis on, la société, voilà, les codes, etc. Et notamment, surtout nous en tant que femmes, on nous pousse tellement à rechercher la construction du cadre, à correspondre à un cadre, bien sûr, qu'on en oublie l'essence même du rapport humain, qui est la connexion émotionnelle, l'intimité, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, ça va au-delà du cadre amoureux. Tu vois, tout à l'heure, avant l'enregistrement du podcast, on parlait du travail, etc. Et j'ai quand même le sentiment qu'on passe tous, hommes, femmes, notre temps et notre existence à courir après des cadres. Ouais. Des cadres qui ont été créés pour nous maintenir, pour nous rassurer et pour qu'on ne parte pas dans tous les sens. Complètement. On est vraiment, au sens large de la vie, on est des putains d'esclaves. Et est-ce qu'à un moment, on peut se targuer de vivre nos vies ? Je suis 100% d'accord. Moi, vraiment, si je devais... et tu vois, c'est marrant parce que justement, comme je te disais, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, c'est récent, ça fait 2 mois que je suis avec cette personne. Et il y a 2 jours, je suis allée boire un verre je suis allée dîner avec une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps parce qu'elle a eu un bébé, etc. Je lui ai annoncé que j'avais rencontré quelqu'un. J'ai l'impression que je lui avais annoncé que j'avais gagné au loto. Voilà. Mazel tov, ma sœur. Oh my God, elle raconte tout. Okay. Et elle m'a posé une question et ça m'a terrifiée. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, bon là, moi je sens que c'est le bon et tout. Dans 1 an, tu te vois où ? Non mais voilà. Ouais. Et j'étais là, genre, presque par... c'est drôle, presque par dépit et par besoin de rentrer dans le cadre. Je lui ai dit, parce qu'en ce moment, c'est vraiment des questions qui me travaillent beaucoup en ce moment, où je n'arrive pas à savoir ce que je veux ou pas. Je lui ai dit, je sais pas, avec un enfant, peut-être. Et elle me dit, ouais, dans 1 an, t'es enceinte de lui. Voilà. Non, mais crise d'angoisse. Et en fait, ça m'a... Et j'étais là, genre, non, mais enfin, on se détend, ça fait que 2 mois qu'on se fréquente. En plus, il est plus jeune que moi. J'étais là, genre... Pas du tout en fait, mais la vérité c'est que je suis une femme de 36 ans, que ces questions doivent se poser maintenant, que c'est quand même ce qu'on attend de moi, et avec toute la bienveillance du monde, tu vois, je sais qu'elle le pense pas mal, mais après j'étais là, genre non mais peut-être pas un enfant, et t'es là genre en tout cas vous vous installerez ensemble. Mais je ne connais pas ce type, voilà. Je ne sais pas qui il est. Et ça m'a mis une espèce de perspective où je me dis ah oui, donc je n'ai plus le choix que de tomber amoureuse de lui, que de m'installer avec lui et que de croire au fait que c'est ça que je veux. Mais j'en sais foutrement rien. Et c'est comme ça pour tout, quoi. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que ça, c'est très symptomatique. C'est qu'aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, tu te laisses même pas le temps de vivre l'émotion dans ton corps, vraiment, dans ta tête, dans ton cœur, de te dire ok, ça me fait quoi quand je vois cette personne, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir, quelles émotions vraiment je ressens. On est tout de suite dans un truc de projection et de performance, de ok, j'ai rencontré quelqu'un, quelle forme, qu'est-ce que je dois montrer au monde. Putain, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que notre duo, qu'est-ce que notre binôme, qu'est-ce qu'on doit montrer au monde là. Et c'est-à-dire que t'es même pas dans la compréhension de ce que toi et la personne ressent et ce que vous vivez ensemble, t'as même pas le temps d'expérimenter ça, qu'on est déjà dans une réflexion de comment les autres vont nous percevoir en tant que couple, qu'est-ce qu'on dégage en tant que couple. Et ça, je trouve que ça pollue les rapports humains. Et c'est en ça, pour moi, que le couple, c'est vraiment une construction, en fait. Parce que ça, je veux insister là-dessus. Je veux pas avoir un discours de l'amour n'existe pas, je n'y crois pas. Je me dis pas les meufs qui sont amoureuses et qui aiment l'amour, je me dis pas ah mais pauvres de vous, vraiment, vous avez rien compris. C'est absolument pas ce que je me dis. Parce que pour le coup, j'ai aussi conscience que c'est une expérience qui m'est propre. Ouais. Et moi, à partir du moment où mes potes, les gens autour de moi s'épanouissent dans ça et sont heureux et heureuses dans ça, mais let's go les gars, kiffez. Le problème, c'est que je vois pas beaucoup de gens très heureux, pleinement heureux dans ça en fait. C'est ça le problème. C'est que j'en vois pas beaucoup.
C'est vraiment, je te jure, c'est une vraie question. Moi, je me demande la question, en effet. Est-ce que j'ai déjà été en couple heureuse? En tout cas, qu'est-ce que ça a apporté de plus? Moi, j'invite vraiment toutes les meufs et les mecs, peu importe, les personnes non binaires, tout type de personnes à se poser la question. Réfléchissez à, quand je suis en couple, qu'est-ce qui fait que je me sens plus heureuse, plus épanouie. Mais quand je dis qu'est-ce qui fait, c'est dans votre corps, dans votre cœur, dans qu'est-ce que vous ressentez comme émotion. C'est pas seulement qu'est-ce que cette personne sécurise chez moi, qu'est-ce qu'elle m'apporte, etc. C'est pas ça l'enjeu, c'est vous, ce que vous ressentez. Et moi, ce qui fait me dire que je suis aromantique, c'est que je me suis posé cette question pendant toute la relation dans laquelle j'ai été et après. Et je me suis rendu compte que ça ne changeait rien pour moi. Voire même, ça me rendait pas plus malheureuse, mais ça me permettait pas de m'épanouir autant que lorsque je suis pas en couple. Enfin, lorsque aujourd'hui, je ne suis pas en couple. Moi, par exemple, là, tu vois, cette rupture, donc c'était il y a plus de 2 ans et demi. S'en est suivi encore 1 an et demi de thérapie après. Tout à l'heure, je disais, si c'était à refaire, je le referais pas, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir perdu un ami. Et pour moi, par exemple, tu vois, l'amitié, il y a la famille, l'amitié et l'amour bien en bas. Pour moi, l'amitié au-dessus de la relation, au-dessus des relations, au-dessus de l'amour, il n'y a pas de débat. Et j'ai l'impression d'avoir perdu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de colère vis-à-vis de lui. Je pense que j'arriverai pas à reconstruire une amitié avec lui. Ne jamais dire jamais, mais ça me semble très compliqué. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup de chagrin par rapport à ça. Et quand je dis si c'était à refaire, je le referais pas. C'était dans ce sens-là. Dans le sens où j'ai l'impression d'avoir perdu un ami. Maintenant, sur ce que m'a apporté, j'ai l'impression que la rupture m'a plus apporté que la relation en elle-même. Ça, je crois que c'est souvent le cas. Hein. Ouais. La vérité, moi, si je réfléchis, j'ai plus appris dans les ruptures, dans l'après, dans comment tu rebondis. je me gère moi, mes émotions, mes attentes, que dans le couple. Ouais. Le couple m'abrutit, moi. Le couple abrutit beaucoup de monde. Le couple abrutit beaucoup Hier, de c'est monde. marrant, je parlais... Bon, désolé Mago si t'écoutes l'épisode, je te connais pas bien, mais t'as l'air très sympa. Mais on parlait, on était à une table avec des copains et tout, et cette meuf m'explique qu'elle vit dans une ville en banlieue, très loin. Et la manière dont elle m'en parle, elle est en mode genre... c'est chiant. Ouais. C'est chiant. Et je lui dis, pourquoi t'es là-bas parce que ça facilitait mon mec, parce que son travail est à côté. Et j'étais alors, du coup, toi aussi, ton travail est à côté. Non, il est à Paris. Ah, d'accord. Donc toi, tu travailles à Paris, donc tu tapes 1 heure de RER tous les matins. Lui, ça le fascine parce qu'il est à côté. T'aimes pas la vie là-bas. Et vraiment, mon premier réflexe a été de lui dire, oh mon Dieu, je crois que je ne serai jamais en couple parce que je ne suis pas prête à m'oublier dans quelqu'un au point d'oublier ce dont j'ai envie et mon propre confort. Mon propre confort sera égoïstement toujours plus important, mais je crois que ça devrait être la norme. T'as raison. Enfin, et c'est surtout qu'en plus, si la personne n'a pas envie des mêmes choses que toi, c'est que c'est pas la bonne personne. Ouais. Mais la go, elle était là genre, non, mais... Mais c'est parce qu'elle cherche à combler quelque chose. Déjà, moi, je me rends compte, plus j'avance, parce que je suis encore très jeune, en vrai, mine de rien, tu vois. J'ai eu qu'une relation. Je pense que si on refait cet épisode dans 5 ans, peut-être que j'aurai un discours très différent. C'est certainement ce qui va se passer. Mais j'observe quand même beaucoup autour de moi. Le fait d'avoir eu une première relation très tard, ça fait que j'ai beaucoup vécu par procuration. J'ai beaucoup écouté. Je suis quand même l'amie à qui on se confie beaucoup, etc. Donc j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et je constate quand même que y a des personnes qui s'épanouissent vraiment sainement dans le couple. Autour de moi, j'ai des copines qui sont en couple avec des mecs. Et ça a été du travail, de l'énergie. Ça, pareil, c'est un autre sujet. Moi, j'ai pas envie de mettre ce temps et cette énergie à construire une relation, typiquement. Mais voilà, elles ont décidé de le faire parce qu'elles estimaient que le mec en valait la peine ou la meuf. Et voilà. Et aujourd'hui, elles sont très heureuses. La relation est très saine. Chacun fait des compromis pour l'autre. Personne ne s'abandonne, etc. Donc, encore une fois, je suis pas dans ce truc de ça n'existe pas, l'amour romantique sain et le couple sain. Je pense que ça existe, mais je pense que c'est très rare. Mais par contre, la majorité quand même des personnes en couple que je vois autour de moi, ça relève quand même d'un truc de validation, besoin d'être validé, besoin de l'autre pour se construire, parce que peur de faire face à soi-même, quoi. Peur de l'abandon, peur du rejet. Et attention, encore une fois, moi je sais que un de mes plus gros traumas dans la vie, c'est l'abandon.
J'ai un gros daddy issues. Mon père était très absent, très problématique à plein d'égards, voilà. Donc encore une fois, je veux pas m'ériger comme la meuf qui a tout compris et qui est au-dessus de tout le monde Bien et sûr. qui machin, qui truc. Moi aussi, j'essaie. C'est ton ressenti à toi. C'est mon ressenti à moi et je pense que juste je le gère différemment. Mais je constate quand même que derrière le couple, très souvent, il y a vraiment ce truc de notamment chez les meufs, j'ai plein de copines qui ont ça, de vouloir sauver l'autre, Ça. de vouloir élever l'autre. Tu vois. Alors moi, je trouve que c'est au-delà de ça. C'est le besoin d'être celle qui va faire changer. Voilà. Et ça, vraiment, Ouais. j'ai des amis que j'aime de tout mon cœur dans ma vie et qui sont perpétuellement dans les mêmes relations et qui sont toujours à la recherche de celui qu'elles vont changer. Ouais. J'allais dire presque, mais pour leur confirmer qu'elles sont uniques, Voilà. qu'elles sont valables. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on nous a élevés. Mais bien sûr. On dit des vérités qui sont d'une banalité folle, mais qui sont malheureusement tellement réelles, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis je pense que si nous, en tant que femmes, on nous a quand même aussi appris que notre désir est tolérable que dans un couple. Oui, totalement. Le désir est tolérable en couple. Totalement. Alors ça tend à changer, ça tend à évoluer, mais je pense qu'encore aujourd'hui, quand t'es une femme qui a une vie sexuelle hyper épanouie, que t'es une Samantha, genre, tu vois, je pense que c'est encore très compliqué. C'est très compliqué et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi il y a tout est autant centré autour du couple. C'est que le couple est le cadre qui rend les choses supportables et voire même, je dirais même, acceptables par la société. Tu vois, parce que le couple, c'est avoir des relations sexuelles pour enfanter, c'est vouloir faire plaisir au mari. Alors évidemment, encore une fois, ce n'est pas que ça, on en a conscience, voilà, disclaimer, évidemment. Mais dans une logique vraiment sociétale, sociologique, le couple, à la base, il est construit pour faire en sorte que la société fonctionne et alimente le patriarcat et le capitalisme, etc. Tu vois. Donc je vais très loin dans la réflexion. Non, mais c'est marrant parce que quand tu dis ça, moi, ça me soulève une autre réflexion. C'est que je me dis, mais en fait, le couple est là, en effet, pour rendre la vie supportable, pour rendre, désolé, hyper deep et hyper... voilà, quoi, mais pour rendre cette existence vaine avec un but. C'est-à-dire que si le jeu, c'est de trouver son partenaire, de faire des enfants, de fructifier ce qui est le couple, la maison, le petit toutou, et puis après, l'objectif, c'est que les enfants soient éduqués, qu'eux-mêmes réussissent, et puis qu'eux aussi ont des enfants. C'est un jeu sans fin. Et c'est vrai que je me dis, mais c'est ce qu'on se disait avant d'enregistrer, c'est que quoi que tu fasses, même quand tu penses avoir réalisé tes rêves pro, etc., l'existence est vaine d'intérêt. Les gars, je vous promets, on va pas se suicider à la fin de cet épisode. Non, sachez que moi, personnellement, peut-être que ça se transparaît pas dans mon discours, mais je suis hyper optimiste. C'est-à-dire que moi, cette réalisation-là de mon aromantisme, ça m'a retiré un poids des épaules que tu ne peux pas t'imaginer. Parce que je me dis, je m'autorise maintenant à concevoir mon rapport aux autres autrement qu'à travers le cadre du couple. Ouais. Et moi, pour moi, le couple, c'était une vraie... performer la romance dans le couple, c'était une source d'angoisse énorme pour moi parce que je m'en sens pas capable. Donc ça créait une forme d'échec chez moi, de qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi j'arrive pas à tomber amoureuse, pourquoi j'ai pas l'impression de ressentir l'amour romantique, pourquoi ça ne m'intéresse pas, pourquoi quoi. Alors sachant que moi, par exemple, je suis une meuf... genre j'adore, mon film préféré c'est Orgueil et Préjugés, donc genre j'adore consommer, en fait j'adore, ça me divertit la romance, je trouve ça divertissant. Comme un bon film d'action finalement. Évidemment, tu vois, mais par contre je me dis, attention, on peut très bien trouver ça divertissant, trouver ça beau et ne pas aspirer à ça, et c'est ça mon message, c'est de dire peut-être essayons de construire notre relation aux autres en fonction de nous, en fonction de nos besoins, en fonction de nos envies, et pas en fonction de ce qui est attendu. Si vous, ce qui vous rend pleinement heureux, c'est le mari, l'enfant et les chiens, let's go. Si par contre, ce qui vous rend heureuse, c'est d'être polyamoureux, d'être en relation libre, d'être en relation exclusive, mais par contre platonique, ou d'être dans un plan cul, etc., faites-le. Par contre, attention, dans le respect de l'autre, c'est-à-dire soyez clair sur vos intentions,
soyez transparents, ne faites pas de fausses promesses. Et j'ai envie d'ajouter un truc aussi, c'est que moi je pense que j'ai pu être là-dedans. C'est pas pour dédouaner, c'est pas pour excuser, etc. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont tellement dans la performance du couple, qui s'auto-persuadent tellement que c'est ce qu'ils veulent, parce que c'est ce qu'il faut avoir, alors que ce n'est pas ce qu'ils désirent et ce dont ils sont capables, qui font beaucoup de mal aux gens. Putain, ça vraiment. Dans les relations, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Tu vois, et ça je pense, et c'est en ça que moi j'ai beaucoup d'optimisme autour de mon aromantisme, parce que je me dis ok, demain je rencontre quelqu'un où je me dis ok, cette personne il se passe un truc, j'ai envie de créer un lien, j'ai envie de construire une intimité, qu'elle soit sexuelle ou pas forcément, voilà, je vais pouvoir dire à la personne écoute, moi mon cadre c'est ça, voilà ce dont je suis capable, voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que je peux accepter, est-ce que ça te va? Si ça te va, let's go. Si ça te va pas, c'est tout. On s'arrête là. Et ça, vraiment, je trouve que peu importe ce qu'on souhaite, il faudrait vraiment qu'on arrive à le faire. Hein. Franchement. Faut le faire. Ouais. C'est dur, hein. C'est pas facile parce que c'est un peu se mettre à poil, en vrai. Mais non, mais c'est surtout que de toute façon, avant même de savoir ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, putain, faut apprendre là, en fait, à réfléchir par soi. Et on n'est pas éduqué à ça. C'est hyper hard. C'est hyper hard. Toi, quand tu imagines l'avenir, du coup, d'un point de vue sentimental, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à plein de rencontres, plein d'histoires parallèles, plein de choses. Enfin, pour moi, ça, c'est des relations d'amitié, des plans cul, des relations platoniques mais hyper deep émotionnellement, et tout ça en même temps. Est-ce que tu as vu, toi, d'ailleurs, des exemples de couples aromantiques, de personnes aromantiques qui seraient ensemble? Non. T'as pas vu de témoignages sur Internet? J'ai rien trouvé. Il n'y a pas des forums d'aromantiques? J'ai rien trouvé, Leslie. Attends, non, mais alors là, les copines, on passe un appel à l'aide. Si vous êtes aromantique, s'il y a une communauté d'aromantiques, je vous en prie, envoyez-nous les liens et je les transmettrai. Mais je t'en supplie, parce que je sais que j'ai vu un Reels qui a été produit par Paint, le média Paint, sur l'aromantisme. J'ai vu qu'il y avait quelques podcasts, mais vraiment niche. Mais vraiment, je n'ai trouvé aucun contenu, quoi. C'est un discours qui est très très peu... Moi, dis-toi que je ne savais même pas, mais aromantique, c'est le dernier A de LGBTQIA+. Ah ouais? Ouais, asexuel, aromantique. Alors, je savais pas. Ben moi non plus. Après, je suis dysorthographique et dyslexique. Alors les gars, les lettres, c'est pas mon fort. Non, mais en tout cas, s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans mon témoignage et qui ont envie d'en parler, qu'ils n'hésitent pas, parce que... Enfin voilà, ils peuvent rentrer en contact avec toi et tu les mets en contact avec moi, parce que vraiment, je te dis, moi, la collègue à qui j'en ai parlé, c'est la première personne qui m'en a parlé. Et t'en as reparlé avec elle depuis, hein? Oui, on en a reparlé et je lui ai dit, meuf, t'as changé ma vie. Et par vocal, je te disais, là, récemment, j'ai vécu une expérience assez ouf avec un mec que j'ai rencontré sur Hinge. Alors, juste pour donner un peu de contexte, moi, j'ai un rapport aux applis très... comment dire? Je suis pas une grande fan des applis. Parce que, en fait, en général, j'y vais 2 fois par an, j'y reste 2 jours, et au bout de 2 jours, je les installe. Parce que discussion pas hyper intéressante, les profils me pèsent pas plus que ça. Enfin, je tombe pas sur des personnes qui, à chaque fois, m'ont donné envie de poursuivre ou quoi que ce soit. Et puis là, il y a 3 semaines, j'ai une discussion avec une pote qui, en gros, me raconte... quelqu'un est tombé derrière. C'est viandé. Et donc du coup, j'ai une discussion avec une pote qui en gros me dit qu'elle a fait une super rencontre sur Hinge, coup de cœur et tout, donc je suis trop contente pour elle, je dis génial, machin. Je me dis vas-y, allez, je retourne sur Hinge, on va voir, marrant. Et puis j'y vais vraiment en mode aucune attente, rien. C'est le truc un peu fun un peu catalogue quoi, ouais. Il est beau, lui, pas beau, lui, machin, les trucs. Et puis je match avec ce gars et son approche catastrophique. Et en fait, le mec se rattrape quand même, en mode ouais, désolé, j'ai paniqué, je sais que c'est... Enfin bref. Il se rattrape et puis on discute et tout. Et je me dis, discussion cool, assez fluide, on parle de plein de trucs, de tout, de rien, il est un petit peu sarcastique. Enfin bref, globalement, bon feeling et tout. Et donc on discute comme ça un premier soir. Et puis moi, très rapidement, je lui dis, bon, c'est quoi ton mood? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux? Parce que clairement, s'il me sort, je cherche une relation... Ça le fait pas. Ça va pas le faire. Et donc le gars me dit, écoute, moi, j'ai aucune attente, je cherche pas à être en couple ou quoi que ce soit, je cherche une connexion émotionnelle, sexuelle, un truc cool. Donc au début, la discussion reste très flirty, etc. Ouais. Et puis moi, je lui dis très rapidement, écoute, je suis pas le genre de go qui va te parler toute la journée, la flemme, c'est pas trop mon truc. Et donc du coup, je dis, si ça te va, on se parle plutôt le soir.
la journée, on fait nos vies et tout. Beaucoup de détails pour pas aller droit au but, madame. Hein. Oui, j'arrive. Parce que moi, je sais. Hein, j'y viens. Il faut y aller, là, madame. Assumons. Et donc, deuxième soir, il amène clairement le sujet du cul. Ouais. Et donc, du coup, il me pose la question. Il me dit, écoute, est-ce que tu te sentirais à l'aise d'en parler avec moi? Et déjà, j'aime bien qu'il me pose la question parce que le nombre de gars qui mettent les pieds dans le plat et qui s'intéressent même pas de savoir s'ils t'ont mis à l'aise ou quoi que ce soit. Donc, je dis, écoute, ouais, je me sens à l'aise. Et il me posait la question et il me dit, écoute, qu'est-ce que tu aimes sexuellement? Qu'est-ce que tu recherches? Non, et la formulation exacte, c'est quel est ton rapport à ta sexualité? Et je me suis dit, putain, intéressant. Bonne question. Très bonne question, ouais. Et donc, je lui dis, écoute, moi, mon rapport à je dirais que j'ai une sexualité plutôt libre. Je suis très à l'aise avec mon corps. Je suis ouverte à explorer des choses. Ouais, franchement, globalement, je suis plutôt libre, quoi. Et donc, de là, très rapidement, on se met d'accord, lui et moi, sur le fait qu'on a envie de coucher ensemble. Ok. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est qu'on a programmé notre rapport. C'est-à-dire que il m'a demandé ce que j'aimais pas, quelles étaient mes limites, l'intensité de ces limites. Est-ce que c'est telle chose? Est-ce que c'est vraiment un non jamais? Ou est-ce que c'est un je suis pas à l'aise, pas sûre, pas envie d'essayer? Et je lui dis, écoute, je te préviens. En vrai, là, au vu de la discussion qu'on a, j'ai très envie que ça se passe. Mais si je te rencontre et que pour une raison ou pour une autre, ça le fait pas, ça se fera pas. Bien sûr. Il me dit, ok, c'est très clair. Et alors là, rencontre. Alors, contexte, moi, ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas couché avec un homme. Hein. Ok, let's go. Voilà, donc j'étais en mode, oh my god. Et donc on va boire un verre, c'est lui qui choisit le bar. Le micro il est pas trop loin. Pardon, ouais, peut-être le micro est loin là. Ok. On va boire un verre, c'est lui qui choisit le bar, il choisit un bar sympa et tout. Et donc on se retrouve. Moi, alors j'avais envie de vomir avant. Vraiment, j'étais trop mal. Je me suis dit putain, ici il te plaît pas, ici c'est un bolos. Enfin, vraiment, j'étais trop mal. Et donc je me dis vas-y meuf, allez, c'est bon. Et donc il arrive, franchement très bon feeling, correspondait très bien à sa photo. Et on discute pendant 2 heures. De tout, de rien, très fluide, très très chouette. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu plusieurs moments et lui et moi, on s'est fait un peu des blagues de si tu veux partir, c'est maintenant. Tu vois, donc ça a créé un peu un truc de genre si l'un ou l'autre on n'a plus envie, c'est ok. Genre et donc voilà. Et puis finalement, on finit par aller chez moi. Et puis on a rediscuté pendant 2 heures. Et tu vois, c'est en ça que je te disais, j'avais envie, j'étais attirée sexuellement par ce mec. Mais ce que j'ai aimé dans ce rapport-là qu'on a eu, c'est qu'avant de coucher ensemble, on a parlé pendant 4 heures. Ouais. Et on a parlé de nos vies, on a parlé de politique, on a parlé de plein de choses, tu vois. Moi, je trouve ça ouf qu'on soit surprise de ce truc-là. Parce que putain, je crois qu'on s'est vraiment tous habitués à une forme de médiocrité dans l'échange humain. Tout à fait. Parce que... Et pas que ce soit pas excitant de débarquer chez quelqu'un et de baiser, puis de repartir. Ça peut être très excitant, tu vois, il y a plein de... Mais il me semble quand même que parler avant, définir ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, en vrai... Ça devrait se passer comme ça, quoi. Mais tu sais que c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'accepterai plus jamais autre chose que ça. Alors, est-ce qu'on doit forcément aller dans la programmation aussi détaillée? Oui. Rien. Mais en tout cas, je me suis dit, je n'ai eu aucune mauvaise surprise pendant ce rapport. Tout ce qu'on s'était dit, on l'a fait. Toutes les limites qu'on s'était posées, elles ont été respectées. C'est jamais aller plus loin. Comment dire, le rapport était très cool. Franchement, c'était très très cool. Je me suis sentie hyper à l'aise. Je me dis, mais tu sais, on était en train de ken, et je me dis, putain, mais je connais pas ce mec, quoi. Il y a 3 jours, je connaissais pas ce type. Je me suis dit, c'est fou. Et j'ai trouvé ça exceptionnel d'explorer la création d'un tel niveau d'intimité avec quelqu'un que je ne connais pas, sans aucune attente romantique. Et tu vois ce que je me suis dit là, c'est l'intensité du moment avec cette personne tout de suite maintenant. Tu es dans le présent, et s'il y a rien après, c'est pas ton problème en fait. Là, le sujet maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Et ça m'a donné une liberté dans ce que je lui ai raconté, dans comment je me suis comportée, dans comment ça s'est passé. Donc du coup, donc on couche ensemble. Et puis après, moi, je lui avais dit que c'était important pour moi de débriefer après le sexe. D'être sûr que... Je kiffe. Je débriefe pas journaliste, toi? Non, écoute, peut-être. Non, moi, je débriefe tout le temps. Moi, c'est en mode, j'ai besoin de savoir si ça va, toi, ça va, est-ce que moi, ça va, est-ce que machin... En plus, si on est amené à recoucher ensemble, au moins, on voilà. Donc, on débriefe, et puis c'est trop marrant à la fin. Donc, je lui débriefe, il me débriefe, je lui dis, bon, allez, ce serait pas une belle performance, et puis on se serre la pince. C'était très chouette. Non, c'était très chouette. Juste, je te dis, j'ai senti qu'avec cette personne-là, ce que j'allais vivre, c'était ça. C'était ce moment-là. Putain, c'est marrant. Et que j'avais pas envie de plus. Hyper soulageant, hein. Et c'est vraiment tout mon témoignage, c'est vraiment de dire, c'est pas obligé d'être si compliqué, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi.
Après, évidemment, il y a les émotions qui rentrent en jeu. Il y a une part de non-contrôle, il y a une part de la personne sur qui tu tombes aussi. Est-ce que c'est une personne bien intentionnée ? Évidemment, tout n'est pas entre nos mains. Mais c'est pas obligé d'être si douloureux, c'est pas obligé d'être si compliqué. Ça peut être doux, quoi. Ça peut être juste vous, vos émotions, votre corps, la connexion sur l'instant, ce que vous ressentez avec la personne. Est-ce que vous sentez que c'est une personne avec qui vous allez peut-être potentiellement construire quelque chose ? Est-ce qu'en fait, non, vous sentez que c'est juste un moment, là, ce soir ou cet après-midi ? Est-ce que... Puis se laisser porter, quoi. Et ne pas forcément être dans la projection et la performance permanente de ce que doit être un couple, et tout en étant évidemment en accord avec ce dont vous avez besoin, vos valeurs, vos envies, comment vous vous voyez et comment vous percevez, tu vois. Mais moi, là, je suis vraiment dans une sorte de lucidité, en tout cas, j'ai l'impression d'ouvrir les yeux et de voir le monde différemment depuis quelques semaines. Parce que pour moi, le couple, ça a été pendant toute ma vie beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions, de si j'arrive pas. Moi, je suis une enfant de parents divorcés. Moi, le divorce de mes parents m'a traumatisée. Ah ouais. Et je me suis toujours dit, mais et si je me mets en couple et que ça fonctionne pas ? Et si... Enfin, tu vois, pour moi, vraiment, ça a été une source d'angoisse pendant des années, parce que factuellement, le couple aujourd'hui, tel qu'on le connaît, assez classique, il est très difficile à faire fonctionner longtemps. Il est très difficile à faire fonctionner sur le long terme, de manière saine, etc. Je trouve que c'est très dur, quoi, le couple, et me libérer de cette injonction, c'est, je pense, l'un des meilleurs trucs qui puisse m'arriver. Après, encore une fois, je suis jeune et ça se trouve, je te renvoie un message dans 3 mois. Tu sais pas quoi ? Je suis en couple, meuf. J'en sais rien, et je suis même pas fermée à ça. Mais je ne veux pas que ce soit mon seul horizon. Ouais. Je pense que c'est cool, en effet, de se dire que d'autres chemins sont possibles. Ouais. Que d'autres visions de l'amour sont possibles, que on a le droit de se poser des questions, et on n'est pas obligé de trouver des réponses. On n'est pas obligé de trouver des réponses. C'est vrai que je trouve que, tu vois, sur ces questions asexuelles, aromantiques, bisexuelles, en fait, sentons-nous libres de nous poser les questions sans avoir les réponses. On n'est pas obligé d'être des êtres politiquement à 100% corrects, avec la bonne réponse, celle qui fonctionne dans tous les contextes. On peut juste, en fait, vivre avec notre monde intérieur et se dire ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde ? Ouais, et puis on peut décentrer le couple aussi. Putain, vraiment. On peut peut-être se dire qu'il y a plein de choses à vivre à côté, et que ça peut être du bonus, mais que ça peut ne pas être le centre de notre vie, quoi. Ouais. J'adore être une meuf qui acquiesce à ça, alors que j'ai littéralement un podcast sur le célibat depuis 3 fucking années. Et let's go le célibat, franchement let's go, c'est trop bien d'être amoureux, c'est trop bien l'amour, c'est trop bien le couple si vous êtes heureux dedans. Mais voyons aussi le célibat pas comme une condition, je sais pas comment dire. Moi je trouve que le célibat, c'est vraiment, la manière dont j'entends les gens en parler, j'ai la sensation que c'est vraiment le truc, c'est le pendant du couple, quoi. L'état normal, c'est le couple. L'état normal, c'est le célibat. Ah ouais. Et décentrons-nous de ça, quoi. Par pitié, y a plein d'autres choses à explorer dans la vie que ça, quoi. Pour clôturer cet épisode, ça me donne envie de demander aux auditrices de m'envoyer des messages audio sur la boîte mail en me disant, pour vous, ça signifie quoi, le couple ? C'est quoi être en couple, et surtout, c'est quoi être amoureuse ? Donc, n'hésitez pas, si vous m'écoutez, à regarder le petit mail qui est en description des épisodes et à m'envoyer un vocal. Pour vous, c'est quoi être amoureuse, et c'est quoi la différence entre l'amour et l'amitié ? Et let's go, on en fera peut-être un petit épisode entre celui-ci et le prochain. Je voulais te remercier pour cet épisode, on est déjà à la fin, malheureusement. Merci à toi. Pour toutes les copines qui nous écoutent, je vous remercie encore d'être là. Et comme toujours, je vous rappelle que si vous souhaitez aider financièrement le podcast, car on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on vit d'argent, les copines. N'hésitez pas à soutenir le podcast via un petit don sur Tipeee. Le lien est en description de l'épisode. Et vous pouvez même mettre juste 1 € mensuel. Je ne le dirai jamais suffisamment, mais on est presque 100 000 tous les mois ici. Et si 100 000 personnes mettaient un petit euro par mois, je peux vous dire que la vie serait si belle. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire comme toujours. Je vous fais des gros bisous et comme toujours, vive le féminisme.